por prestarte esta entrevista, que en principio hace mucho que pensamos con Marcela Sosa, de la Universidad de Córdoba, y que bueno, nos alegra poder realizar hoy juntos. La primera cosa sobre la que te queríamos preguntar tiene que ver con tu trayectoria individual, profesional, con la formación que tuviste y con el lugar que ocuparon los filósofos en esa formación, en esa trayectoria. Pour ma part, j'ai commencé à enseigner très tôt, très jeune et sans formation pédagogique. Et j'ai dû me former personnellement. J'ai donc lu très tôt, dès l'âge de 20 ans, 21 ans, des livres de pédagogie, en particulier les livres de Célestin Freinet, les livres de Maria Montessori, les livres de Janusz Korczak, c'est-à-dire les livres des grands pédagogues historiques qui ont marqué l'histoire de la pédagogie. Et je me suis frotté très tôt à des élèves difficiles, puisque j'étais professeur dans des classes dites de perfectionnement, qui sont des classes où on met les élèves les plus en difficulté en France. Et j'ai dû, avec ces élèves difficiles, essayer de mettre en place des pédagogies pour les mobiliser, pour les intéresser, pour les faire apprendre. J'ai puisé dans les œuvres pédagogiques de quoi alimenter mon travail de pédagogue quotidien. Et ce n'est que plus tard, au moment où j'ai commencé à prendre du recul, vers l'âge de 28 ou 30 ans, que j'ai rencontré la philosophie de l'éducation et que j'ai rencontré ensuite la philosophie. J'ai rencontré la philosophie de l'éducation à travers un homme comme Olivier Reboul, par exemple, qui est, je crois, un de nos grands philosophes de l'éducation en France. Je l'ai rencontré également à travers Daniel Hamlin, qui est pour moi un maître, dans la mesure où il a véritablement compris, je crois, ce qui constitue l'essence de l'entreprise éducative. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer quelques grandes figures de la philosophie contemporaine, quelques-uns des derniers grands philosophes de ce siècle, du XXe siècle, qui sont aujourd'hui décédés, comme Jacques Derrida, avec qui j'ai pu travailler un peu sur les programmes de philosophie, et puis ensuite des gens comme Emmanuel Levinas ou Vladimir Yankelevitch. Je crois que ce que m'a apporté à ce moment-là la philosophie, et en particulier à travers l'œuvre d'Emmanuel Levinas, c'est une sensibilité particulière à la question de l'éthique. Au fond, avant ma rencontre avec la philosophie, j'étais sur un registre plus technique, j'étais sur un registre organisationnel, et j'allais chercher mes fondements idéologiques plutôt du côté de la psychologie. Et au fond, la rencontre avec la philosophie m'a amené à relativiser l'importance de la psychologie en éducation et à recentrer ma réflexion sur la question du sujet. Et au fond, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une sorte d'inversion épistémologique, là où, comme beaucoup, dans la mouvance de ce qu'on a appelé en France la psychopédagogie, je pensais qu'il fallait connaître l'enfant pour bien lui enseigner. Je me suis mis à penser de plus en plus qu'il fallait mieux lui enseigner pour apprendre à le connaître et que la reconnaissance précède la connaissance, c'est-à-dire que l'affirmation et l'anticipation d'un sujet, même quand celui-ci n'est pas encore construit, permet d'entrer dans une relation à l'altérité qui suscite la liberté de l'autre. Et j'ai trouvé dans la philosophie un moyen d'alimenter ma réflexion pour dépasser la question qu'on pose trop souvent en pédagogie de la motivation. Vous savez, la question de la motivation en pédagogie est très souvent posée de manière mécanique. Il faut motiver les élèves, et pour motiver les élèves, on va partir de ce qui les intéresse. Donc on va chercher si les élèves s'intéressent à la chanson anglaise ou s'ils s'intéressent au modèle réduit ou au jeu électronique, et puis on va partir de là pour introduire des questions plus scolaires. Eh bien, cette question de la motivation m'est apparu assez vite un piège. J'avais le sentiment qu'à rester dans la question de la motivation, on enfermait l'élève dans ce qu'il voulait ou dans ce qu'il savait déjà, alors que partir de la question du sujet et partir de la question de la mobilisation de sa liberté d'apprendre était plus porteur et ouvrait à des horizons plus importants. Et donc, dans mon histoire personnelle, dans ma trajectoire, il y a eu une sorte d'évolution assez forte
entre le moment où j'étais encore très proche de la psychopédagogie et où je pensais que la pédagogie devait se fonder dans la psychologie, et le moment, qui est celui dans lequel je suis encore aujourd'hui, où je pense que la pédagogie est un ensemble de techniques qui doit s'articuler à une philosophie, et à une philosophie du sujet qui comprend la question de la liberté, mais aussi la question de la contrainte, qui comprend la question de la loi, mais aussi la question des normes, qui comprend surtout de l'intérieur la question des rapports entre le sujet et la culture. Parce que je crois qu'un des grands enjeux de l'éducation aujourd'hui, c'est la question du rapport entre le sujet et la culture, comment mobiliser un sujet pour qu'il s'approprie une culture, et comment faire en sorte que cette culture, à la fois émancipe les sujets et leur permette d'entrer dans un collectif. Et ça a été pour moi une évolution très importante. Queremos conversar un rato contigo sobre la conformación del campo pedagógico en Francia, pero en particular nos pasa cuando leemos tus libros, y a mí se me hizo muy claro cuando empecé a conocer más de la realidad francesa, es que hay algo de las discusiones en el campo pedagógico y en la política francesa que nosotros desconocemos y que seguramente tienen que ver con las características, con ciertos énfasis en la producción de tus textos. De hecho, en la reciente autobiografía de Georges Niders, él cuenta, habla periodiza los pedagogos franceses actuales y dice que uno de los dos grandes pedagogos del siglo XX sos vos. Y yo creo que lo hace una fuerte opción por ubicarlo dentro del debate français, y me gustaría que eso nos expliques un poco. Alors il est vrai qu'en France, mais aujourd'hui on peut dire dans l'ensemble de la francophonie, parce que c'est vrai en Suisse, c'est vrai au Québec, c'est vrai aussi en Belgique, et ça commence à être vrai dans les autres pays francophones, le débat éducatif est agité par des polémiques. Et en particulier, le débat éducatif français, depuis 30 ans, a été agité par une polémique entre ce qu'on a appelé d'un côté les républicains et de l'autre côté les pédagogues. Alors je voudrais expliquer ça parce que c'est pas facile à comprendre pour des gens qui sont extérieurs au contexte intellectuel français. Alors, initialement, il n'y a rien qui oppose les républicains et les pédagogues, puisque Jules Ferry, qui était un républicain, qui est le fondateur de l'école de la République, était aussi un pédagogue. D'ailleurs, Jules Ferry a lui-même prôné la pédagogie de Pestalozzi. Il a lui-même promu Marion, qui a donné le premier cours de pédagogie à la Sorbonne, et il avait comme adjoint et directeur de l'instruction publique un grand pédagogue qui était Ferdinand Buisson. Donc, à l'origine, il n'y a pas d'opposition entre la République et la pédagogie. Au contraire, chez Jules Ferry, la pédagogie est au service de la République, puisque c'est la pédagogie qui doit convaincre l'ensemble des Français qu'ils font partie d'un État, d'une nation, que ce qui les réunit est plus important que ce qui les sépare, et qu'ils doivent s'émanciper en échappant au pouvoir des clercs de toutes sortes. Donc la pédagogie n'est pas historiquement opposée à la République. Mais progressivement, ce débat s'est construit, et me semble-t-il, autour du déplacement de l'opposition entre démocrates et républicains. Au fond, c'est dans les années 80-90 que se construit en France cette opposition entre démocrates et républicains, très largement importée des États-Unis. Alors, ça n'est pas l'opposition entre la droite et la gauche. Je crois qu'il ne faudrait pas confondre l'un et l'autre. Il y a des républicains de gauche, voire d'extrême gauche, et des démocrates de droite, voire d'extrême droite, et vice-versa. Alors, quelle est l'opposition entre démocrates et républicains? On peut dire, pour faire gros, que c'est l'opposition entre ceux qui insistent plus sur la verticalité, que sont les républicains, et ceux qui insistent plus sur l'horizontalité, que sont les démocrates. Au fond, pour le républicain, il y a des valeurs transcendantes qui viennent d'en haut et qui s'imposent à tous. Ces valeurs ne sont pas négociables.
elles ne sont pas négociables. Et s'il y a une démocratie, elle s'inscrit à l'intérieur de ces valeurs et elle doit obéir à des valeurs non négociables. Ces valeurs peuvent être pour certains les droits de l'homme, pour d'autres la nation par exemple. Pour certains, ça peut être tout simplement la culture occidentale. Elle n'est pas négociable et c'est à l'intérieur de cela, dans cette verticalité-là, qu'on doit construire la société. À l'opposé, il y a ceux pour lesquels le primat est à l'horizontalité. C'est-à-dire que pour eux, c'est le collectif qui doit décider et qui doit, d'une manière commune, construire un bien commun qui ne doit être surdéterminé par aucune verticalité, par aucune théocratie. Alors, les démocrates, on voit bien, peuvent être soit des démocrates constitutionnels, c'est-à-dire des démocrates qui sont dans la mouvance des constitutions du 19e, soit des démocrates qui aujourd'hui sont dans la mouvance de ce qu'on appelle l'école de Francfort, Habermas, Jürgen Habermas, et la théorie de l'interargumentation rationnelle, comment construire le débat démocratique, soit ils peuvent être démocrates jusqu'à une sorte d'autogestion, voire anarchie. Le courant des démocrates va des démocrates constitutionnels classiques jusqu'aux démocrates anarchisants et jusqu'à ceux qui pensent que aucun pouvoir vertical d'aucune sorte n'est légitime. Pousser jusqu'à son extrême, jusqu'à sa limite théorique, la démocratie, c'est l'abolition de tout pouvoir légitime, de toute autorité extérieure et supérieure. Et un certain nombre de démocrates aujourd'hui qui défendent la démocratie, comme Jacques Rancière par exemple, proposent même de supprimer jusqu'aux élections et de les remplacer par le tirage au sort, en disant que même les élus ne sont pas légitimes, puisqu'ils introduisent un pouvoir supérieur à l'horizontalité du peuple. Donc on a d'un côté ceux qui insistent sur la verticalité et de l'autre côté ceux qui insistent sur l'horizontalité. Alors, progressivement, cette opposition s'est déplacée et les pédagogues ont été vécus ou se sont positionnés du côté des démocrates. C'est-à-dire plutôt du côté de ceux qui veulent que ce soit les collectifs qui décident, ce sont les pédagogies autogestionnaires, ou que ce soit l'enfant qui construise lui-même son propre savoir, avec une vision de l'autorité qui est plus au service du développement de la personne qu'au service d'une autorité supérieure. Et dans le débat public, d'une manière extrêmement caricaturale, on a vu s'opposer les républicains et les démocrates. Globalement, on a vu s'opposer les tenants d'une éducation traditionnelle, avec une autorité très forte de la culture traditionnelle, avec une autorité très forte du maître, avec une autorité très forte de l'institution, avec une autorité très forte des méthodes transmissives autoritaires. On a vu s'opposer ces gens-là à ceux qui prônaient la pédagogie coopérative, à ceux qui prônaient la construction des savoirs par l'élève, à ceux qui prônaient une sorte de spontanéité plus ou moins contrôlée. Alors, il y a dans les pédagogues toutes sortes de gens. Et les pédagogues ne constituent pas un corps homogène. Il y a, on va dire, des démocrates radicaux qui vont vers l'anarchie, comme Neil, l'auteur de Libres enfants de Summerhill. Et puis il y a des gens comme Piaget, qui n'étaient pas du tout des anarchistes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui pensent que l'enfant doit être acteur dans la construction de son propre savoir. Et entre les deux, s'il y a de grandes différences, il y a un point fondamental commun, qui est que c'est du bas de la manière dont on travaille avec les personnes que doit émerger progressivement ce qu'on pourrait appeler l'autorité. Et on a vu cette opposition démocrate-républicain se transformer donc en opposition entre les républicains et les pédagogues étant de plus en plus stigmatisés comme ceux qui refusaient l'autorité de la culture, l'autorité du maître, l'autorité de l'État, pour s'incliner, voire se prosterner devant la toute-puissance, voire le caprice de l'enfant.
Et on a attaqué beaucoup les pédagogues en disant ce sont des tenants de l'enfant roi, ce sont des gens qui bannissent l'exigence et qui abandonnent toute forme d'autorité éducative pour laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Alors ma conviction, c'est que cette attaque des pédagogues est à la fois juste et injuste. Elle est juste parce que c'est vrai que les pédagogues ont pu être parfois maladroits dans leur formulation et que dans la mouvance des années 60, il y a eu des pédagogies complètement non directives, spontanéistes, qui étaient dans une sorte d'illusion qu'il suffit de regarder l'enfant faire pour qu'il redécouvre tout seul toute la culture du monde. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui ont pensé cela ont été très peu nombreux et ceux qui ont fait cela ont été pratiquement inexistants. C'est-à-dire, mis à part Libres Enfants de Summerhill, on n'a pas vu beaucoup d'enseignants qui se mettaient au fond de la classe et qui attendaient que les élèves réinventent tout seuls la culture. Ça n'existe pas. Mais il y a ce fantasme qui s'est développé, et qui s'est développé à partir de quelques textes ou de quelques expériences marginales qui ont pu le justifier. Mais en réalité, cette accusation est très injuste, parce que si on regarde les choses d'une manière un peu plus précise et un peu plus exigeante, d'abord on découvre que les pédagogues ont été les premiers à discuter, voire à contester les théories dites de l'autogestion pédagogique. On a été les premiers à discuter l'idée que la spontanéité du groupe allait permettre la construction de la vérité. On a été les premiers à contester l'idée qu'il y avait une continuité absolue et naturelle entre la culture de l'enfant et la culture scolaire. Et on a été très souvent extrêmement directif. Célestin Freinet est très directif. Et il est très favorable à l'autorité, mais à une véritable autorité, qui soit celle qui autorise à apprendre et non pas celle qui cherche simplement l'ordre. Alors on a beaucoup critiqué les pédagogues d'abandonner les normes, la norme, parce qu'on a confondu normalisation et normativité. La normalisation, c'est le fait de normaliser les individus en leur imposant tous le même profil, le même cadre, les mêmes apprentissages. Ça, c'est de la normalisation. Dans toute éducation, il y a une part de normalisation, qui est l'apprentissage du langage et par exemple des manières sociales et des coutumes sociales. Mais la normalisation, les pédagogues s'en méfient un peu, parce qu'ils pensent que l'éducation n'est jamais seulement normalisation. Elle est toujours aussi émancipation, c'est-à-dire capacité donnée à l'autre de se dégager des normes qu'on lui a inculquées. Et donc les pédagogues ont insisté sur la normativité, qui est une autre manière de concevoir la norme. Quand on met des élèves au travail, il y a des normes. Mais ces normes ne sont pas normalisantes, c'est-à-dire elles ne viennent pas de l'extérieur pour contraindre artificiellement les sujets à épouser une forme qui a existé avant eux. Ces normes émanent de l'activité elle-même et des exigences de cette activité. Autrement dit, pour les pédagogues, le travail précède la norme. C'est dans le travail que la norme doit émerger, et c'est à travers la norme que l'on va former l'enfant à la vie sociale et à la liberté en même temps. Alors, il y a une vraie injustice à avoir accusé les pédagogues d'être tous des anarchistes, se mettant à plat ventre devant les enfants rois et leurs caprices et sacrifiant toute la culture. Moi-même, j'ai été très souvent accusé d'être quelqu'un qui liquidait la culture scolaire, alors que j'ai passé toute ma vie, au contraire, à chercher comment la transmettre. Mais je crois qu'un des grands malentendus vient du fait que pour ceux qui s'intitulent républicains, la transmission n'existe pas en dehors de la communication. Ils ne se posent pas la question de la transmission. Ils disent se poser la question de la transmission. En réalité, ils considèrent que la transmission se fait sur la théorie de l'empreinte, c'est-à-dire qu'il suffit de dire et que l'autre absorbe ou assimile. Ils ne comprennent pas que l'autre est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut mettre en route ce sujet, qu'il faut créer des conditions et que ces conditions rendent possible la transmission. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ceux qui s'intitulent républicains sont dans la pensée magique, c'est-à-dire ils estiment qu'il suffit de décréter
que l'élève doit apprendre pour qu'il apprenne, il suffit de décréter que l'élève n'a plus d'affectivité pour qu'il entre dans les mathématiques, il suffit de décréter que les choses doivent l'intéresser pour que ça l'intéresse. Les pédagogues, eux, savent qu'on ne peut pas décréter l'éducation, que l'éducation, ça se construit, que c'est un travail lent, progressif, et que c'est un travail qui doit s'inscrire dans un accompagnement de la personne. Alors, quand avec Michel Dévelé nous avons écrit le livre « Émile revient vite, ils sont devenus fous », c'était évidemment un appel à Rousseau, et un appel à Rousseau qui a été un des premiers à dire que précisément l'éducation n'était pas la fabrication. Éduquer un sujet, ça n'est pas fabriquer un individu prototype sur un modèle existant à l'avance, c'est lui transmettre des connaissances de manière complexe, dans des situations élaborées, et c'est lui donner les pouvoirs de subvertir lui-même les connaissances qu'on lui a transmises. Una cosa que hemos conversado varias veces con Marcela y con muchos otros colegas que nos llama profundamente la atención, que nos impacta de tus textos, es el modo en que los escribís, el uso, el recurso a metáforas, imágenes, a literatura, a cine, bueno. Y también, claro, la escritura en diarios, tu web, etc. Ahí la pregunta para nosotras sería, ¿para quién escribís? ¿A quién se dirige esta manera de construir lo que tenés para decir? En tant qu'universitaire, et quand j'ai écrit ma thèse, j'ai d'abord écrit pour mes pairs, PAIRS, c'est-à-dire pour les autres universitaires. Et je crois que l'universitaire a à produire évidemment des travaux universitaires qui sont soumis à nos pairs qui vont les falsifier, comme on dit, c'est-à-dire vérifier si ce sont des travaux qui tiennent la route ou si au contraire ils doivent être discutés, voire invalidés. Mais moi j'ai toujours considéré que l'universitaire ne devait pas écrire que pour les universitaires. Je pense que l'universitaire a un devoir dans la cité, et que ce devoir dans la cité, c'est d'écrire aussi pour les praticiens, mais c'est d'écrire également pour le grand public, pour lesquels la question éducative est une question importante. Donc, à côté de mes travaux scientifiques attestés, j'ai écrit pour les professeurs, j'ai écrit pour les formateurs, et puis j'ai écrit aussi pour les parents. Et j'ai même écrit pour les élèves, puisque j'ai écrit des histoires, des livres pour enfants, parce que j'estime qu'il y a des choses à transmettre et qu'on peut les transmettre à différents niveaux d'âge, de préoccupation et de complexité. Ça ne veut pas dire que c'est moins exigeant. Et je voudrais dire quelque chose que beaucoup de collègues universitaires ont du mal à entendre, c'est qu'il est aussi difficile de faire de la bonne vulgarisation. Il est plus difficile d'écrire pour des adolescents, voire pour des enfants, sur des questions importantes, que d'écrire pour des pairs, pour des autres universitaires. Ça demande un vrai travail, et il faut le faire avec beaucoup d'exigence, et d'exigence de qualité. Je pense que les universitaires ne peuvent pas se contenter d'écrire pour leurs pairs et critiquer ensuite le fait que la population n'est pas informée des questions ou le fait que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés aux problèmes de fond. Donc moi, je me suis toujours préoccupé de cela avec évidemment un axe prioritaire que sont mes collègues enseignants. Et je dis mes collègues enseignants parce que moi, je me considère d'abord comme un enseignant. Je suis un enseignant parce que je suis animé par le désir de convaincre et de transmettre, le désir de convaincre plutôt que de vaincre. L'enseignant, c'est celui qui convainc plutôt que de vaincre, le désir de faire partager la joie de comprendre. Et je sais que les enseignants sont, pour l'immense majorité comme moi, qu'ils désirent faire partager la joie de comprendre. Je sais aussi que beaucoup d'enseignants sont parfois en difficulté, sont parfois découragés, sont parfois en désarroi parce qu'ils n'ont pas les outils
pour comprendre les situations qu'ils vivent. Et je crois qu'il faut, si nous en avons les moyens, leur fournir un certain nombre de textes qui leur permettent d'accéder à l'intelligibilité des situations éducatives. Les situations éducatives sont complexes, elles font rentrer beaucoup de paramètres en jeu. Une classe, c'est beaucoup de choses. Il y a des élèves, mais ces élèves, ils ont une famille, ils regardent la télévision, ils ont une influence, ils ont un quartier. Il y a un professeur qui lui-même a une histoire. Il y a des savoirs à transmettre qui sont inscrits dans des programmes, qui eux-mêmes sont inscrits dans une culture. Tout ça se fait dans une institution qui elle-même a ses règles et ses contraintes. Une situation de classe, c'est complexe. C'est tellement complexe que parfois, ça n'est pas lisible. C'est-à-dire que ça apparaît à un praticien comme une espèce de chaos, d'où la seule chose qu'on puisse faire, c'est tirer son épingle du jeu le moins mal possible, se débrouiller comme on peut. Eh bien, le chercheur en pédagogie, c'est celui qui donne les clés pour que dans ce chaos, on puisse comprendre un peu ce qui se passe. S'il y a un élève qui ne comprend pas, on peut comprendre qu'il ne comprenne pas. Et comprendre quand l'autre ne comprend pas, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà le début, me semble-t-il, de la véritable pédagogie. Alors, le chercheur que je suis, dès lors qu'il travaille dans une équipe avec d'autres chercheurs à élaborer des outils de compréhension de la réalité, des outils d'intelligibilité de la réalité, eh bien, je crois qu'il aide ses collègues à ne pas se trouver submergés par un univers qui les dépasse, mais au contraire, il les aide à pouvoir maîtriser les situations qui les dépassent et à être plus actifs et plus acteurs dans leur métier. Quisiéramos charlar un rato sobre la formación docente, un tema sobre el cual desde muchísimos lugares te has ocupado. Hay un discurso público nostálgico, tanto en Argentina como en Francia, como en muchos lugares, que construye un lugar para la formación docente como si toda formación pasada fue mejor. Entonces, lo que nos interesaría conversar con vos es si la formación docente debe ser pensada a partir de ese modelo construido en el pasado, o cómo pensarla, cómo es tocada, transformada por las transformaciones contemporáneas. La formation des enseignants est une problématique assez nouvelle. C'est une problématique assez nouvelle qui est liée, me semble-t-il, essentiellement au désir de démocratiser l'accès au savoir. Parce que tant que nos sociétés se contentaient de faire réussir 10%, 15% ou 20% des élèves, on pouvait avoir des enseignants qui fonctionnaient avec leurs élèves à la complicité culturelle. Ils étaient issus à peu près du même milieu, de la même histoire, les élèves étaient déjà presque formés au moment où ils arrivaient devant eux, les élèves avaient presque trouvé leur panoplie d'élèves au pied de leur berceau, et leur enseigner, je ne dis pas que c'était facile, mais leur enseigner nécessitait plus une compréhension de leur culture qu'une véritable formation pédagogique. Ce qui renouvelle radicalement la problématique de la formation des enseignants, c'est la démocratisation des systèmes éducatifs. C'est le désir qu'a une société de faire en sorte que le savoir ne soit pas réservé à une petite élite, mais de faire en sorte que ce savoir soit véritablement accessible à tous. Parce que si on veut que le savoir soit accessible à tous, même à ceux qui ne sont pas socialement privilégiés, même à ceux qui ne maîtrisent pas bien le langage, même à ceux qui n'ont pas construit dans leur enfance, dans les interactions sociales, leur catégorie mentale. Bon. Si on veut que le savoir soit accessible à tout le monde, eh bien, il est indispensable de développer une pédagogie particulière, une pédagogie adaptée, une pédagogie qui ne se contente pas de regarder réussir ceux qui sont voués à réussir et de regarder échouer les autres. Et donc la formation des enseignants est nécessaire au regard de l'exigence même de démocratisation, parce qu'elle est ce qui permet de démocratiser. Alors, le contexte a changé. Je dois dire aussi que le public a changé.
les élèves ne sont pas ceux d'il y a 20 ans, ce ne sont même pas ceux d'il y a 10 ans, ce ne sont même pas ceux d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y a des phénomènes que j'étudie et qui sont pour moi extrêmement importants à prendre en compte, qui relèvent de ce que j'appelle l'impact des psychopouvoirs, c'est-à-dire de toute une série de médias, bien sûr la télévision, mais aussi Internet, mais le téléphone portable, l'ensemble des écrans, etc., qui, me semble-t-il, change radicalement la manière de penser, la manière de voir et les capacités mentales de nos élèves. Par exemple, j'ai moi-même étudié l'impact de ces nouveaux médias sur les capacités d'attention. Et j'ai pu montrer qu'un élève aujourd'hui en Europe avait vu ses capacités d'attention diminuer des 2/3 en 50 ans. C'est-à-dire que là où il y a 50 ans, un élève pouvait être attentif pendant 15 minutes, il ne peut être attentif que pendant 5 minutes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'accélération dans laquelle nous sommes, l'espèce de rapidité permanente, de culte de l'immédiateté, il faut répondre tout de suite, ce qu'on appelle le zapping. Tout cela amène les élèves à avoir beaucoup plus de mal à faire ce qu'un philosophe que j'aime bien appelle l'inversion de la dispersion, c'est-à-dire à se centrer sur le travail intellectuel. Je vais dire une chose qui aujourd'hui est pour moi tout à fait fondamentale. Je pense que un certain type de développement libéral des industries de programmes et de médias a pour objectif implicite ou explicite d'empêcher de penser. Empêcher de penser. Empêcher de penser en obligeant de réagir tout de suite. Empêcher de penser en obligeant à rentrer dans des clichés préfabriqués. Empêcher de penser en disant en permanence à la personne « consomme, consomme, fais ton caprice, achète, achète ». Et tu dois acheter le plus possible parce que c'est cet achat qui constitue ton identité. Tout cela va vers un espèce d'empêchement de penser qu'on voit bien présent chez nos élèves et qui impose à l'école de se restructurer autour de cette fonction essentielle qui est l'émergence de la pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, l'école doit être d'abord organisée comme un lieu où l'on peut, où l'on a le temps et où l'on a les moyens de penser. Avant même d'être un lieu, ou en même temps qu'on est un lieu de transmission des savoirs, l'école est un lieu où on pense. C'est donc un lieu dans un monde d'accélération, de décélération. C'est donc un lieu dans un monde d'immédiateté, de réflexion. C'est donc un lieu dans un monde où on court tout le temps, c'est donc un lieu où on prend le temps. Et je crois que les enseignants ont besoin, en particulier dans un pays comme la France, de comprendre les exigences nouvelles que la modernité impose aux professeurs. Il y a des exigences nouvelles. Les élèves que nous avons aujourd'hui ne sont pas plus mauvais que ceux d'hier. Ils n'ont pas un moins bon niveau, mais ils vivent dans un univers surchauffé, dans un monde en ébullition. Et dans ce monde en ébullition, il faut construire des espaces où on apprend à réfléchir et à penser. Prenons l'exemple d'Internet. Internet amène aux élèves une quantité d'informations absolument fabuleuses. Mais toutes ces informations, elles arrivent sans être hiérarchisées. Et la première qui vient est la bonne. On tape sur un moteur de recherche et on prend le numéro 1. Eh bien non, c'est pas forcément le numéro 1 qu'il faut prendre, c'est peut-être le 2, le 4, le 10, le 20, et peut-être que la bonne information, elle est au bout de 4 ou 5 pages. Et donc ça, il faut qu'on l'apprenne aux élèves. Il faut qu'on l'apprenne aux élèves, ne pas se précipiter, ne pas répondre tout de suite, penser, réfléchir, se donner le temps de penser et réfléchir. Et je crois que les enseignants ont besoin d'être formés parce que justement, l'école a changé, qu'elle se veut démocratique, et parce que justement les élèves ont changé et que le contexte social a changé. Et que ce contexte social appelle encore plus
de pédagogie que l'école d'il y a 20 ans, que l'école d'il y a 30 ans ou d'il y a 50 ans, et que cette pédagogie doit véritablement être prise en compte dans la formation des enseignants. Siguiendo alrededor de la cuestión de la formación docente, hay en Cartas a un joven profesor hay un recuerdo tuyo muy precioso acerca de que te llevaba y que te sostenía como profesor. Algo de eso nos contaste recién acerca de la voluntad de no convertir el encuentro con el saber en una cosa cerrada para pocos, y por el contrario luchar contra las fatalidades psicológicas, sociológicas y de todo tipo. La pregunta sería, ¿cómo pensar o qué pensar en la formación que tiene que tener un profesor hoy? ¿Qué de esto, de este entusiasmo, de esto que vos contás, puede ser formable? ¿Qué es lo que tiene que contemplar la formación docente para poder dar cuenta de esto? Je crois que dans la formation d'un professeur, il y a deux volets. Il y a un volet que j'appellerais technique, ce qui relève des compétences. Être enseignant, c'est être comme boulanger, ou technicien audiovisuel, ou ingénieur, c'est savoir faire un certain nombre de choses. Le professeur doit savoir préparer son cours, choisir les documents, évaluer les élèves, punir à bon escient et d'une manière humaine, etc. Ce sont des compétences. Et je pense qu'il faut former ces compétences. Il faut donc les identifier et les former. Mais un métier ne se réduit jamais à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. C'est-à-dire qu'il faut des compétences pour être professeur, comme il faut des compétences pour être boulanger, mais le professeur n'est pas simplement celui qui sait faire chacune des activités que constitue son métier. Pour moi, le professeur est quelqu'un qui porte une éthique, c'est quelqu'un qui porte un projet. Et ce projet, c'est quelque chose que j'ai développé très tôt dans mes travaux, tourne autour de ce que j'appelle l'éducabilité des élèves. Je pense qu'un professeur est quelqu'un qui a la conviction chevillée au corps que tout élève est éducable. C'est-à-dire qu'aucun élève ne doit être laissé au bord du chemin, et que si un élève échoue, ça n'est pas parce qu'il est bête, c'est peut-être parce que je m'y suis mal pris. Alors, quand je dis ça, je sais que beaucoup de professeurs peuvent réagir en disant « mais c'est pas vrai, y a des élèves qui sont moins intelligents que d'autres ». Peut-être, mais nous devons faire comme si tout le monde pouvait réussir. Parce que c'est ce qui est le moteur de notre activité intellectuelle. C'est le foyer mythologique et c'est ce qui est, au fond, l'axe heuristique du métier. C'est ce qui nous fait travailler, ce qui nous fait chercher. Dès lors qu'on commence à dire « il échoue parce qu'il n'est pas fait pour ça », eh bien on s'arrête, on ne cherche plus comment faire réussir. Et moi, ce qui m'a intéressé dans mon travail de chercheur, c'est d'où vient l'inventivité pédagogique. D'où vient que des pédagogues ont inventé des méthodes originales. D'où vient que Makarenko, que Kortchak, que Jean-Baptiste de La Salle ou que Célestin Freinet ont inventé des méthodes pédagogiques. Eh bien, ils ont inventé des méthodes pédagogiques parce qu'ils ont décidé un jour que des élèves qui étaient réputés inéducables pouvaient être éduqués. Et ils se sont dit, je vais y arriver, inventons quelque chose. On voit même que dans la plupart des cas, les méthodes pédagogiques nouvelles qui ont été ensuite utilisées avec tous les élèves et dans le système éducatif dans son ensemble, dans la majorité des cas, elles ont été découvertes avec des enfants anormaux, avec des enfants asociaux, avec des enfants dont tout le monde désespérait. Les deux plus beaux exemples, ce que j'ai le plus étudié dans mon travail, sont deux exemples presque concomitants, sont deux exemples du XVIIIe siècle. C'est Itard, ce docteur qui a recueilli Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage, le film qui a été ensuite fait par François Truffaut en témoigne. Itard qui recueille un enfant dont tout le monde dit que c'est un débile et qui va dire « je vais lui apprendre à lire ». Je vais l'éduquer quand même. Alors, Itard ne va pas y arriver à apprendre à lire à Victor. Il n'y arrivera pas. Mais néanmoins,
Itard va beaucoup faire progresser Victor. Et au passage, Itard va découvrir la quasi-totalité des outils pédagogiques qui sont utilisés aujourd'hui dans les petites classes. D'ailleurs, Maria Montessori dit elle-même que l'essentiel des outils pédagogiques qu'elle utilise ont été inventés par Itard. Le puzzle a été inventé par Itard. La boîte aux lettres dans laquelle il y a des étoiles, des lunes, des carrés que les enfants mettent dedans a été inventée par Itard. Le petit établi a été inventé par Itard. Itard a inventé un nombre considérable de choses parce qu'il voulait que Victor apprenne. Et c'est cette volonté que Victor apprenne qui a fait que Itard a inventé cela. Et puis un deuxième héros de l'éducabilité, à peu près à la même époque, c'est Pestalozzi en Suisse, qui lui est allé tenter d'éduquer des enfants réputés inéducables, dont les parents avaient été massacrés d'ailleurs, et qui étaient dans un état de dénuement absolument extrême, qui étaient agressifs, etc. Personne ne voulait s'occuper de ses enfants, il a dit oui, je vais m'en occuper de ses enfants. Et là, il a inventé une méthode d'apprentissage de l'écriture et de la lecture, qui a été absolument fabuleuse, et qui a été utilisée pendant plusieurs siècles. Et nous avons là deux beaux exemples, avec Itard et Pestalozzi, de ce qui constitue le cœur du métier d'enseignant, c'est-à-dire cet axe éthique de l'éducabilité. Alors j'ajoute que dans ma carrière, dans ma vie, il m'est arrivé, je crois, d'être tellement fasciné, d'être tellement fixé sur le principe d'éducabilité que probablement je l'ai poussé un peu trop à fond. Et en particulier, je n'ai pas toujours été assez conscient qu'au nom de l'éducabilité, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, par exemple, au nom du fait que tous les êtres sont éducables, les mettre sous électrode pour leur faire apprendre plus vite les mathématiques. Et que le principe d'éducabilité doit être en permanence associé au respect de la liberté de l'autre. Et que cette dialectique entre l'éducabilité de tous et le respect de la liberté de l'autre, elle est au cœur du métier d'enseignant. Alors, elle s'éprouve, elle se travaille, et elle fait partie de cette formation qui doit compléter la formation technique sur les compétences. Donc pour me résumer, je crois qu'aujourd'hui la formation des enseignants doit comporter une partie de formation de compétences techniques très élaborée, pédagogique et didactique, et qu'elle doit comporter une partie réflexive, une partie qui porte sur l'éthique, une partie qui porte sur les comportements quotidiens, sur les postures, sur ce qui fait que l'élève se sent à la fois encouragé et respecté. Encouragé et respecté. Pero, Philippe, ¿cuál es la relación entre educabilidad, como vos la definís, y libertad? Je crois que le principe d'éducabilité et le principe de liberté sont deux principes qui sont à la fois nécessaires et contradictoires, mais qui doivent être tenus tous les deux en même temps parce qu'ils constituent le couple fondateur du métier. Je ne peux pas éduquer sans postuler l'éducabilité de l'élève. Mais je ne peux pas faire de l'éducabilité du dressage. Donc je suis obligé de postuler la liberté de l'élève. Mais je ne peux pas faire de la liberté du vide. Donc il faut que cette liberté soit nourrie de quelque chose. Et je crois que cette ligne de passage qui rend compatible l'éducabilité et la liberté, c'est le métier d'éducateur. Et je milite beaucoup pour ma part pour que la formation des enseignants et des éducateurs comporte l'étude des grands textes de l'éducation, des grands textes historiques, parce que c'est dans la fréquentation de ces textes historiques, qu'ils viennent de Janusz Korczak ou de Pestalozzi, que les éducateurs d'aujourd'hui trouveront comment d'autres ont réussi à rendre compatibles ces deux principes, et c'est ainsi que je crois, eux réussiront aussi à rendre compatibles ces deux principes sans mimer d'une manière aveugle les principes du passé, mais en les intériorisant. Un enseignant,
c'est un être humain qui porte des valeurs, c'est pas seulement un professionnel qui porte des compétences. Et il ne faut pas nier cette dimension-là, en particulier dans une démocratie. Dans une démocratie, l'éducabilité de tous et la liberté de chacun sont des valeurs fondamentales, et le professeur en est le garant. La última cuestión es, en el último tiempo vos has pasado a ocupar un lugar como elegido con participación política local. Quisiéramos saber la relación entre la pedagogía, la participación en política y la ecología, que es en este caso la posición desde la cual te presentaste a las elecciones y has sido muy exitosamente elegido. Pour ma part, le passage à la vie politique, c'est à la fois une rupture et une continuité. C'est évidemment une rupture parce que pour la première fois de ma vie, à plus de 60 ans, j'ai sollicité un mandat électif, donc j'ai été élu. Et être élu, c'est tout à fait différent. C'est le suffrage universel qui vous investit et qui vous donne une responsabilité devant les autres, ce qui est considérable, puisque vous êtes élu par des gens. Il y a des gens qui mettent un bulletin de vote avec votre nom dessus, ça. C'est une vraie responsabilité. Donc c'est une vraie rupture. En même temps, c'est une continuité. Pourquoi? Parce que d'abord, dans le travail que je fais aujourd'hui, je m'occupe beaucoup d'éducation et de formation, mais c'est aussi une continuité parce que toute ma carrière a été structurée sur l'effort pour relier en permanence les finalités et les pratiques. Je pense qu'un des gros problèmes que nous avons dans la modernité, c'est qu'il y a d'un côté ce qui affiche les finalités générales et généreuses, et d'un autre côté ceux qui prennent les décisions qui sont en général complètement déconnectés des finalités. C'est vrai dans l'institution scolaire où on affiche des beaux projets et où on met en pratique des choses qui n'ont rien à voir avec les projets qu'on affiche. Et c'est vrai dans la vie politique, où les déclarations d'intention et les discours de campagne sont une chose et où la réalité des pratiques quotidiennes en sont une autre. Et moi, ce que j'ai toujours essayé de faire dans ma vie professionnelle et que je tente de faire encore aujourd'hui en politique, c'est de mettre en cohérence les finalités et les pratiques. C'est-à-dire de faire en sorte que les belles intentions que nous avons, elles s'incarnent dans les pratiques et que les pratiques se réfèrent aux intentions. Et c'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce qu'on voit bien que les pratiques résistent, parce qu'elles sont centrées sur des habitudes ou des intérêts, et que ceux qui annoncent les finalités sont souvent mis sur la touche, pas forcément en étant humiliés, parfois en étant promus. Une bonne manière de ne pas mettre en œuvre les finalités, c'est d'aller expliquer à ceux qui veulent les mettre en œuvre qu'il ferait mieux d'aller faire des colloques ou d'écrire des articles plutôt que de travailler sur le terrain. Hein? Et cette séparation des pouvoirs est mortifère pour la démocratie. Elle est mortifère pour la démocratie, parce qu'elle délégitime toute forme d'autorité, elle décrédibilise ceux qui exercent des responsabilités, et elle est contraire à ce que, pour ma part, j'ai toujours cherché à construire, c'est le bien commun. Moi, je suis quelqu'un qui pense que les intérêts individuels sont légitimes, mais que la somme des intérêts individuels ne fait pas le bien commun. Que le bien commun est autre chose que la somme des intérêts individuels. Le bien commun se construit dans un dialogue, dans une dialectique, dans un effort permanent, et il se construit par un travail extrêmement difficile. Et pour construire ce bien commun, eh bien, il faut à la fois de l'éducation et de la politique, et c'est à la fois dans l'éducation et dans la politique qu'on construit ce bien commun. Alors le rapport avec l'écologie, eh bien, je le résume en général en 2 phrases, en disant qu'il y a 2 questions qui sont les 2 questions essentielles pour l'humanité. C'est
Première question, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Et deuxième question, quels enfants allons-nous laisser au monde? Et ces deux questions sont pour moi profondément solidaires. Je crois que les écologistes se sont souvent posé la question de quel monde allons-nous laisser à nos enfants, et je me la pose tous les jours, mais qu'il faut se poser aussi la question quels enfants allons-nous laisser au monde. Est-ce que nous allons laisser au monde des enfants qui seront montés sur le ressort de la suractivité, qui seront dans le passage à l'acte et dans la violence, ou est-ce que nous allons laisser au monde des enfants capables de penser, de réfléchir, de travailler ensemble, d'être solidaires? Et on voit bien que là, l'écologie et l'éducation sont les deux faces d'une même réalité qui est l'interrogation sur le futur, qui est notre responsabilité. L'écologie comme l'éducation, c'est comment faire pour que le futur soit à la hauteur de nos attentes, comment faire pour que le futur ne soit pas pire que le présent, mais qu'il soit meilleur. Et je crois qu'il y a une vraie continuité dans mes engagements, entre mon engagement éducatif pour les enfants, pour l'éducation des enfants, pour que les enfants soient institués, qu'ils tiennent debout, qu'ils sachent penser, qu'ils sachent symboliser, qu'ils sachent agir dans le collectif et pas simplement dans l'individualité. Et puis mon combat politique aujourd'hui pour une société plus démocratique et plus respectueuse du monde et de toutes les dimensions du monde. Je crois que le maître mot de tout ça, c'est le mot de solidarité. Nous sommes solidaires avec le monde qui nous entoure, le monde matériel, et nous voulons que les êtres humains soient solidaires entre eux. Le combat n'est pas gagné, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les armes. Muchas gracias de parte de todos nosotros. Ha sido un precioso momento y no dudo que está bueno que esté disponible para todos los que están estudiando en Córdoba y más allá también. Alors je voudrais dire aux étudiants de l'Université de Cordoba d'abord à quel point je suis touché et ému qu'ils travaillent sur mes livres, mes articles. Quand j'ai écrit ces livres et ces articles, j'étais loin de me douter qu'à l'autre bout du monde, il y aurait des étudiants qui travailleraient dessus. Et je voudrais dire que ça me touche d'autant plus que j'ai toujours milité pour ce qui relie les hommes et les femmes entre eux et entre elles, parce que je pense que rien n'est pire que ce qui les sépare. Et si mon travail modestement peut relier un peu les gens, et me relier à eux, et nous relier entre nous, la France et l'Argentine, eh bien, il n'aura pas été inutile. Donc je les remercie.